Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Delatte, chercheuse en économie au CNRS et auteure de L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique aux éditions Fayard. À ses côtés, François Écal, président de FIPECO, Association d'information sur les finances publiques et ancien magistrat à la Cour des comptes, et Maxime Darmet, économiste chez Allianz. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Au sommaire de cette émission, la France est-elle de nouveau dans le viseur des agences de notation? Le 28 avril, l'agence Fitch a dégradé d'un cran la note de la dette publique française. Après 3 ans de quoi qu'il en coûte face au choc du Covid et de l'inflation, et alors que la Banque centrale européenne continue d'augmenter ses taux d'intérêt et s'apprête à réduire son stock de dette publique, faut-il s'en inquiéter? La France peut-elle se permettre de nouvelles baisses d'impôts? Et où va l'argent de nos impôts? Comment l'argent public est-il dépensé? Le gouvernement a lancé une opération transparence le 25 avril avec le site En avoir pour mes impôts. L'objectif, faire de la pédagogie sur les dépenses publiques financées par les impôts. De quoi réconcilier les Français avec l'État et l'action publique? Analyse dans un instant. Enfin, comment alléger le fardeau de la dette des pays en développement, frappés de plein fouet par la hausse des prix et des taux d'intérêt? Comment éviter un effondrement de leur économie? Le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sera l'invité de la semaine. Mais d'abord, la sanction est donc tombée. Le 28 avril, Fitch a abaissé la note de crédit accordée à la France. Elle passe ainsi de AA à A- avec perspective stable. En cause, selon l'agence, des déficits budgétaires importants et des tensions sociales autour de la réforme des retraites qui entraveraient le programme de réforme en cours. Une appréciation jugée pessimiste par le ministre de l'économie. Écoutez. Donc je crois que les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays. Par ailleurs, ne doutez pas de notre détermination totale avec le président de la République, avec la Première ministre, à rétablir les finances publiques de la nation. François Écal, l'an passé, la dette française a atteint 111,6%, frôlant les 3 000 milliards d'euros. Avec des taux d'intérêt en hausse, faut-il s'en inquiéter? La France est-elle de nouveau dans le viseur des agences de notation? Alors, on a en effet un problème de finances publiques. Il faudrait que la dette publique n'augmente pas comme ça indéfiniment. On voyait justement la courbe avec les projections faites par le gouvernement et par l'agence Fitch il y a un instant. Donc, il y a un risque qui n'est pas pour demain. Il n'y a pas de catastrophes qui soient envisageables pour demain ou après-demain, mais à moyen long terme, on prend des risques. Après, la dégradation de la note de la France par Fitch, c'est un épiphénomène. Non, ça peut avoir un tout petit intérêt sur les taux, tout petit effet sur les taux d'intérêt, parce que les institutions financières sont obligées d'avoir des titres publics, des obligations de bonne qualité. Mais avec un double A-, c'est encore de bonne qualité. Certains investisseurs institutionnels ont eux-mêmes des obligations, se donnent des obligations d'avoir des titres de bonne qualité. Donc ça peut avoir un tout petit effet, mais il est vraiment très marginal. D'ailleurs, il ne s'est rien passé, on l'a vu, sur l'écart entre les taux d'intérêt français et allemands, il ne s'est rien passé. Anne-Laure Delatte, il y a 10 ans, le pays avait perdu son triple A, ça avait été très commenté, sans conséquences notables sur les marchés. La situation est-elle plus risquée aujourd'hui? Non, comme vient de le dire François Écal, moi j'ai aucune inquiétude sur la dette publique. À la dernière adjudication, c'est-à-dire quand l'agence France Trésor émet de la dette pour nous sur les marchés, à la dernière adjudication, il y avait un taux de couverture de 2, ce qui veut dire qu'en fait, quand on émet de la dette, il y a 2 fois plus de demandes que d'offres. Donc on n'a absolument pas d'inquiétude. Maintenant, peut-être qu'on a joué avec le feu en mettant une pression sur la réforme sociale et en faisant le lien avec la dette publique, alors qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de ça. Donc on va y venir. Mais d'abord, Maxime Darmet, l'État doit emprunter la somme record de 270 milliards d'euros cette année, soit 10 milliards de plus qu'en 2022. Va-t-il y parvenir et à quel coût? Oui, il n'y aura pas de problème de refinancement de la dette, comme les gens sur le plateau le disent ici. Cependant, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'il y a progressivement une dégradation des notes, année après année, où ça a commencé en 2012, comme vous l'avez dit. L'État français paye actuellement environ 3% sur ses émissions de dette. L'Allemagne est à 2%, l'Italie est à 4%. Donc si on continue comme ça, avec une trajectoire clairement insoutenable à moyen terme de la dette publique française, progressivement, nos taux vont être plus près de ceux de l'Italie, 4%, que ceux de l'Allemagne.
Et donc, progressivement, ça va de plus en plus dégrader la trajectoire. Ça va forcer le gouvernement à trouver des économies de plus en plus fortes. Le tout dans un climat social assez tendu, comme le note l'agence Fitch. Donc, à moyen terme, clairement, des risques en hausse. Le creusement de ces taux d'intérêt et des difficultés à financer Vous avez la Banque Centrale Européenne, vous l'avez dit, qui continue d'augmenter ses taux face à l'inflation. On est à plus de 3% maintenant. Elle va très certainement continuer à le faire jusqu'à la fin de l'année, puisque l'inflation ne reflue pas. Donc ça veut dire toujours et encore une hausse du coût du financement. Juste pour vous donner un chiffre, si les taux d'intérêt augmentent de 1 point, à terme, ça veut dire 25 milliards de versements d'intérêt en plus par an. Donc la charge de la dette qui s'alourdit pour le pays. Exactement. L'agence Fitch, elle pointe aussi les baisses d'impôts envisagées par le gouvernement pour les classes moyennes. Parmi les pistes avancées, le gouvernement pense notamment à doubler la part fiscale dès le premier enfant. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Des baisses d'impôts d'ici la fin du quinquennat, c'est l'objectif affiché du gouvernement. Parmi les pistes, un geste pour les familles. Dans la déclaration de revenus, le premier enfant compte aujourd'hui comme une demi-part fiscale. Cela pourrait doubler et passer à une part. À la clé, moins d'impôts à payer pour de nombreux ménages. Ce serait le cas pour ce fonctionnaire qui a 2 enfants mineurs à charge. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui voudrait dire qu'on paye moins d'impôts. J'attends que ce soit concret, mais si c'est pour avoir une hausse derrière de la taxe foncière ou autre, finalement on n'est jamais réellement gagnant, donc à voir. Par exemple, un couple avec un enfant, revenu net imposable, 45 000 € par an. L'impôt qui s'élevait à 1 507 € pourrait passer à 646 €, une économie de 861 €. Autre cas de figure, un couple avec 2 enfants, 60 000 € de revenus. Il paye aujourd'hui environ 3 043 € d'impôts. Avec cette mesure, il baisserait à 2 181 €, soit une économie de 862 €. Un allègement de la fiscalité qui pourrait coûter cher à l'État et peser dans les finances publiques. Si ces mesures ont des vocations pérennes, à s'inscrire dans le temps et à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, alors la contrepartie, c'est qu'elles vont creuser le déficit public. Et donc, la réconciliation avec ramener le déficit à 3% ou en dessous d'ici 2027 devient plus compliquée. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas chiffré cette mesure. L'année dernière, plus de 10 millions de foyers ont déclaré avoir au moins un enfant à charge, mais ne sont pas tous imposables. François Eccal, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, appelle le président à arrêter les baisses d'impôts non financées. Ces baisses d'impôts, comme celles-ci, qui ne sont pas encore chiffrées, sont-elles réalistes? La France en a-t-elle encore les moyens? Le même jour où le gouvernement annonçait ces baisses d'impôts en faveur des classes moyennes, il publiait ce qu'on appelle un programme de stabilité, c'est-à-dire des prévisions de finances publiques destinées à la Commission européenne et à nos partenaires, dans lesquelles on voit en effet qu'il y a des baisses d'impôts, celles qui ont été votées, comme par exemple la disparition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2024, mais il n'y a aucune autre baisse d'impôts, surtout pas, même en faveur des classes moyennes. Au contraire, on voit qu'en 2025, il y a une hausse des impôts qui est prévue de l'ordre de 8 milliards. Alors, le programme de stabilité n'explique pas d'où ça vient. On peut penser que c'est, dans l'esprit du gouvernement, une baisse des dépenses fiscales. Quand vous baissez les dépenses fiscales, vous augmentez les impôts pour ceux qui en bénéficient. Donc ça peut être ça peut être une lutte plus importante contre la fraude fiscale, c'est pas précisé. En tout cas, déjà, c'est très ambitieux, 8 milliards. Et s'il fallait en plus financer des baisses d'impôts pour les classes moyennes, ça remettrait complètement en cause ce document qui, pour nos partenaires européens, a quand même un certain sens. Alors, en plus, pardon, mais en quoi c'est une mesure pour les classes moyennes? En fait, c'est pas du tout relié aux revenus. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui, au contraire, les ménages avec des revenus élevés vont en bénéficier davantage s'ils ont un enfant que les ménages avec un revenu moyen. Oui, puisqu'il suffit d'avoir un enfant. Oui, donc en fait, c'est pas du tout... Enfin, d'abord, je suis d'accord avec vous que, en fait, dans le PSTAB, dans ce fameux document, on ne trouve pas ça. Mais en plus, c'est vraiment de l'affichage, parce qu'il ne faut pas dire que c'est une mesure pour les revenus moyens, pour les Si c'est Français pour avoir moyens. une hausse de la taxe foncière derrière, on n'est jamais vraiment gagnant, dit l'intervenant dans le reportage. Comment compenser cette baisse d'impôt si elle est effective? En fait, l'impôt sur les revenus, c'est une petite partie des recettes fiscales de l'État, en effet. Donc, c'est là qu'il y a probablement un affichage, parce que soit vous avez une baisse des recettes, et effectivement, alors là, il faut comprendre comment est-ce qu'on s'en sort, soit on baisse les dépenses en face, soit on augmente des recettes de l'autre côté.
Ou alors, on continue à creuser le déficit. Mais comme ça n'est pas la volonté du gouvernement, il faut compter à un moment sur, effectivement, soit on augmente la TVA ou la CRDS, la CSG, qui sont des impôts, pour le coup, beaucoup plus discrets sur nos fiches de salaire. Mais c'est évident qu'on ne peut pas se permettre en fait ce genre de mesures. Maxime Dermet, cette politique de je donne d'un côté pour reprendre de l'autre, politique de mesure contre mesure, vous diriez qu'elle explique l'incapacité de l'État à équilibrer ses finances publiques ? Le problème, c'est toujours le même, c'est que tant qu'on ne remet pas en cause le logiciel de comment est basé le système social français, l'État-providence, jamais on ne parviendra vraiment à réduire les déficits de façon importante. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en France, vous avez un taux de dépenses sociales, 31% du PIB, de la richesse nationale. Donc c'est très important, c'est le plus élevé des pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE, donc c'est un club de pays riches. Tant que vous ne vous demandez pas comment on finance ces dépenses importantes, fondamentalement, jamais vous pourrez vraiment réduire les déficits. Par exemple, en France, il me semble, le problème, c'est que le taux d'emploi, donc le nombre de gens qui travaillent, qui ont un emploi, en pourcentage de la population en âge de travailler, typiquement 15-64 ans, est environ de 70%, 68%. Dans les pays nordiques, on est 10 points de plus. Donc vous avez une insuffisance du nombre de gens qui travaillent, qui cotisent, pour financer ces dépenses sociales énormes. Donc tant qu'on ne s'attaque pas au problème, à mon avis, de l'emploi, du marché du travail notamment, je vois mal comment on pourra réduire les déficits de façon structurelle. Ouais, après, je suis d'accord avec vous que vraiment la priorité, c'est d'augmenter l'emploi. Ça, je suis d'accord complètement avec vous. Mais il faut faire attention quand même quand on fait des comparaisons internationales. Oui, en effet, on a des dépenses sociales très importantes. Mais en fait, ces dépenses sociales, elles sont collectivisées. Donc, dans le sens où, en fait, c'est des dépenses collectives, mais qui vous reviennent directement, en fait. Donc, on n'est pas dans un système privé. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. En fait, mon docteur, je le payais beaucoup plus cher. L'éducation de mes enfants, je l'ai payé beaucoup plus cher. Donc, il faut quand même faire la part des choses. J'ai souligné les problèmes sur le marché de l'emploi. Ouais, mais... Je disais qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. D'accord, mais 68% de la population. Vous parlez de la protection sociale. Vous avez dit on a du mal à financer notre système social. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Il n'y a pas assez de gens qui sont sur le marché de l'emploi. C'est tout ce que je dis. Alors, pour améliorer les finances publiques, Bercy mise sur la fin des mesures de soutien face à la flambée des prix de l'énergie et sur l'inflation qui dope silencieusement la richesse nationale et les recettes fiscales. Le gouvernement a également lancé une revue de dépenses publiques censée permettre d'identifier quelques milliards d'économies pour le budget de l'an prochain. Anne-Laure Delatte, votre livre montre que les dépenses publiques, elles ne sont pas nécessairement là où on les attend le plus, notamment les prestations sociales. Oui, alors en fait, j'ai essayé de documenter les transformations de l'action publique depuis 70 ans. Et il y a un grand malentendu. En fait, effectivement, l'État intervient beaucoup plus aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a plus de dépenses et on paye plus d'impôts. Et en fait, ce surcroît d'intervention, ce que je repère dans les données, c'est qu'il va en grande partie aux entreprises plutôt qu'à l'amélioration des services publics et de notre protection sociale. Sous quelle forme ? Et alors justement, ce que ne montre absolument pas le site En avoir pour les impôts, mais on en reparlera après, ce sont les dépenses fiscales pour les entreprises dont François Heckel vient de parler. En fait, moi j'ai estimé que depuis 2010, on a 190 milliards par an d'euros qui sont versés aux entreprises sous forme de subventions ou d'exonérations fiscales et sociales. C'est-à-dire que ce sont des réductions de cotisations sociales, d'impôts, des crédits, etc. Et donc, en moyenne, on arrive à 190 milliards par an. Et ça, en fait... En pourcentage de la richesse nationale ? Alors, ça fait 8,5%. En comparaison, par exemple, les dépenses publiques d'éducation sont égales à 5,5% du PIB. Et ça n'a pas bougé depuis 1979, alors que les dépenses publiques pour les entreprises n'ont fait qu'augmenter. Christian Heckel, ces aides sous forme d'exemption ou de niche fiscale et de réduction de cotisations sociales ne seraient-elles pas un pognon de dingue, pour reprendre l'expression présidentielle faisant référence aux prestations sociales, dans lesquelles l'État doit couper ? Alors, les dépenses fiscales, c'est à peu près 80 milliards d'euros, et les allègements de cotisations patronales, c'est aussi à peu près 80 milliards d'euros. Donc oui, c'est énorme. Après, il faut voir que dans ces dépenses fiscales, par exemple, il y a beaucoup de choses très très différentes. Vous avez toutes les dépenses fiscales ne profitent pas aux entreprises. Il y en a beaucoup qui profitent aux ménages. Il y en a 190 subventions et exonérations pour les entreprises. Alors, on n'est pas forcément d'accord sur les... On est d'accord. En fait, là, vous mettez exonération pour les ménages et pour les entreprises. Et j'ai votre chiffre. Oui. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé.
Non, on est tout à fait d'accord sur les chiffres, il me semble. Bon, d'accord. Mais c'est pas si simple que ça, vous dites. Mais je veux dire, c'est pas si simple. Par exemple, dans les dépenses fiscales, vous avez par exemple ce qui relève par exemple de taux réduits de TVA. Bon, c'est considéré comme une dépense fiscale, mais pas tous les taux réduits de TVA. Certains taux réduits de TVA. Alors pourquoi certains taux réduits et pas d'autres? Par exemple, la restauration. La restauration, c'est une dépense fiscale. Vous achetez une pizza vous prenez une pizza dans un restaurant, vous payez un TVA à 10%, c'est une dépense fiscale. Donc le coût est considéré comme une dépense fiscale. Vous prenez la même pizza en surgelé dans la grande distribution et vous allez la manger chez vous. Vous bénéficiez d'une TVA à 5,5, mais là, c'est pas une dépense fiscale. C'est pas dans les dépenses fiscales. Mère filiale des entreprises qui coûtent 36 milliards d'euros. C'est un autre sujet. Non, pas du tout, en fait. Là, j'explique ce que j'explique, c'est que la définition des dépenses fiscales, elle renvoie à une norme fiscale, à ce que devrait être la norme fiscale. En matière de TVA, par exemple, on ne sait pas. Et donc, on ne sait pas exact. Et moi, je ne suis pas capable de dire si la baisse de TVA sur tel ou tel produit, ça profite aux entreprises ou aux ménages. Ça dépend des produits. Excusez-moi, mais il y a un rapport jaune dans le projet de loi des finances, tous les ans, qui établit le montant de dépenses fiscales. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Donc en fait, ce flou, Mais le bénéficiaire, on ne sait pas. Si, c'est marqué entreprise. Parce qu'ils sont bien obligés de mettre entreprise ou ménage. En fait, économiquement, on n'en sait rien. Derrière ces batailles de chiffres, je trouve que c'est un petit peu artificiel de séparer, d'opposer les ménages des entreprises. Non, c'est pas d'opposer, c'est d'essayer de comprendre, voir. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais très simplement, quand vous taxez les entreprises, donc par exemple les cotisations sociales, les ménages et les entreprises les payent. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire un coût du travail plus élevé pour l'entreprise, moins de compétitivité, et pour les ménages, ça veut dire un salaire net des prélèvements plus faible. Oui, mais une sécurité sociale et donc une retraite que vous n'avez pas privatisée. Oui, mais qui n'est plus financée, madame. On voit bien, les déficits ne sont pas résorbés. Donc moi, la bataille de chiffres, je trouve ça toujours intéressant parce qu'une fois qu'on a les bons chiffres, ça, c'est plus compliqué que ce qui paraît. Non, je suis désolée. Deuxième point, je vais terminer là-dessus, sur les entreprises. Bon, je veux bien qu'on dise qu'elles profitent de dépenses fiscales, je ne sais pas combien, je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le taux de marge des entreprises françaises, chiffre INSEE, est au plus bas depuis le milieu des années 80. On a quand même subi un choc électrique et gazier depuis la guerre en Ukraine, début 2022, qui a fortement impacté les entreprises. Les entreprises ont baissé leur marge plus que dans les autres pays de la zone euro, par exemple. Sauf dans 3 secteurs, quand même. Enfin, dans l'ensemble, hors secteur de l'énergie et hors service des transports, on est au plus faible. L'inflation qui vient de la marge des entreprises, vous en avez entendu parler. Oui. L'INSEE vient de dire que 40% de l'augmentation des prix de l'agroalimentaire, ça vient des marges des entreprises. Moi, je suis d'accord avec vous, je suis pas en moyenne, mais il y a des entreprises qui ont quand même bien profité. Sauf que je termine là-dessus. En 2022, vous regardez les chiffres, l'inflation, elle est expliquée plus par les coûts salariaux que par les marges. Ça se redresse depuis 1 ou 2 trimestres, vous avez raison. Dans les autres pays de la zone euro, aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Là, vous avez des entreprises, effectivement, qui ont fait beaucoup de marges, qui ont soutenu l'inflation par ces marges plus élevées. En France, la France se distingue jusqu'à récemment par des pertes de marge au niveau entreprise. Jusqu'à récemment. On a un taux de marge les plus faibles depuis les années 80. C'est quand même un choc. Jusqu'à récemment, aujourd'hui, en fait. Ah bah oui, mais c'est quand même... De son côté, on va parler justement d'Europe. La Commission européenne promet un retour aux règles budgétaires l'an prochain, des règles suspendues depuis la pandémie il y a 3 ans et qui prévoient que le déficit public ne doit pas dépasser 3% de la richesse nationale quand la dette doit rester contenue à moins de 60%. La Commission songe à individualiser ces règles pour les États qui ne respecteraient pas les plafonds. Elle propose une trajectoire sur 4 ans, adaptée à chaque situation. En échange, les pays s'engagent à adopter des réformes structurelles et à faire des investissements stratégiques de nature à alimenter la croissance. François Ekal, ces ajustements vont-ils dans le bon sens? Est-ce que c'est la fin des politiques brutales d'austérité? Alors le sujet est très compliqué parce que les finances publiques des pays de la zone euro ont profondément divergé. À la fin de l'année dernière, on avait 6 pays de la zone euro qui avaient une dette publique qui était supérieure à 105% du produit intérieur brut et les 13 autres étaient en dessous de 85%, donc beaucoup au-dessous de ce fameux seuil de 60% du PIB. Donc il est très difficile de trouver des règles communes dans ces conditions-là. Alors là, ce que dit la Commission, c'est qu'en effet, il faut individualiser. Donc ça, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que si vous individualisez trop, ça risque d'être à la tête du client et les petits pays, en général, ils n'aiment pas ça parce qu'ils se disent, c'est les grands pays, la France, l'Italie qui vont en profiter et puis nous, on va être soumis à des règles beaucoup plus strictes. Donc la Commission a été obligée quand même de mettre des règles qui sont en fait assez compliquées
Un des buts de l'opération, c'était de simplifier ces règles. Je ne crois pas que ça soit plus simple. Je pense que c'est peut-être encore plus compliqué. Mais je n'ai pas la solution magique. Je ne connais pas la solution pour arriver à faire quelque chose de simple et de pertinent. Alors de là. Moi, je l'ai, la solution. Arrêter de mettre la pression sur la dette publique. C'est-à-dire que c'est important qu'on puisse assurer à nos créanciers qu'on sera capable de rembourser. Et on n'a aucun problème. Vous parliez d'insoutenabilité tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est quand même un chiffre. Enfin, c'est un terme très fort. Il n'y a aucun problème d'insoutenabilité de la dette publique française. Et si jamais, sans arrêt, ça s'appelle, c'est la définition. Enfin, si jamais on avait un problème d'insoutenabilité en France, c'est tout le système financier qui s'écroule, parce qu'en fait, c'est quand même un actif sûr, c'est un collatéral qui permet aux banques et aux assurances. C'est pas une raison pour augmenter sans arrêt la dette. Je pense que c'est une raison pour avoir le genre de discours que vous avez. Non, mais je pense que c'est la raison pour laquelle on nous en fait autant des tonnes sur la dette publique, c'est qu'en fait, c'est un actif sûr. C'est de l'huile dans les rouages des marchés financiers. Donc, il faut... Moi, la dette de la Grèce, c'est plus vraiment un actif sûr. Ah non, je vous parle de la dette de la France. Oui, là. mais je vous dis, il y a une dérive lente des finances publiques françaises. On n'a pas la dette... Revenons sur les règles européennes. Oui, alors du coup, pourquoi ces règles pourquoi ces règles européennes? C'est justement pour assurer à tous nos créanciers qu'on a une dette soutenable et qu'on est capable de les rembourser. Et fair play, enfin, c'est tout à fait ce qu'il faut. En revanche, en face, on a un choc climatique immense qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on est en train d'essayer de remettre de la pression sur les dépenses publiques alors qu'il faut investir aujourd'hui. Il faut faire tous les investissements pour opérer la transition climatique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là ? Maxime Darmet, comment financer ces grands enjeux du moment et tout en restant dans les clous européens avec ces ajustements possibles désormais ? Alors déjà, sur les règles budgétaires européennes, j'en avais un peu plus optimiste, on va dire. C'est-à-dire que la Commission européenne propose de simplifier un petit peu les règles. C'est vrai qu'elles étaient très compliquées. Là, en gros, ils proposent de garder la règle des 3% de déficit et de 60% de dette. On supprime les règles, le déficit structurel, personne n'y comprenait rien. Donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens. En plus, Bruxelles propose aussi de donner plus de flexibilité, vous l'avez dit, aux États pour consolider leurs finances publiques à un rythme plus ou moins rapide suivant les États, et aussi de donner des marges de manœuvre pour les États qui investissent par exemple dans la transition énergétique, la transition écologique. Donc c'est vrai que c'est un sentier assez étroit pour financer les sommes énormes de la transition écologique, je n'en disconviens nullement. Néanmoins, je ne suis pas sûr que c'est l'accroissement de la dette publique qui le permettra. Il faut plus chercher du côté du secteur privé, l'inciter à investir dans ses investissements, etc. Et les banques centrales, ce jeudi, on a vu la Banque centrale européenne qui a annoncé une hausse de ses taux d'intérêt d'1/4 de point et qui s'apprête aussi à réduire son stock de la dette publique. François Ekal, faut-il s'inquiéter de ces nouvelles conditions ? Est-ce que c'est la fin du quoi qu'il en coûte monétaire ? Alors, dans l'immédiat, non, mais à terme, oui, parce que c'est vrai on se finance très facilement jusqu'à aujourd'hui, au cours de ces 10 dernières années. Un pays comme la France et tous les pays de la zone euro, et même tous les pays de l'OCDE se sont financés très facilement parce que les banques centrales achetaient massivement leurs dettes. Cette époque est révolue. Donc aujourd'hui, il va falloir que les États fassent beaucoup plus appel pour se financer aux banques, aux institutions financières, aux fonds de pension des autres pays. Et donc, ça va devenir plus difficile. Et donc, la question de la crédibilité de nos engagements, de notre capacité à maintenir sous contrôle la dette publique, cette question va être en effet beaucoup plus importante dans les années qui viennent. Peut-être que c'est important d'avoir des ordres de grandeur quand même. Sur l'aide de la Banque centrale européenne qui se traduit sur le territoire français par la Banque de France qui achète du titre public français. Alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, c'est la même chose. 1/4 de la dette publique est détenue par la Banque de France. C'est complètement exceptionnel, historique, etc. La Banque de France, aujourd'hui, intervient 2 fois plus dans l'économie que dans les années 60. Donc, quand vous dites que l'époque est révolue, c'est quand même... En juillet, elle a dit qu'elle... Oui, non, mais attendez, vous avez... J'ai dit que ce n'était pas pour demain, j'ai dit vers mais terme. Ce sera même pas pour 2030. Ça va être progressif, mais ce sera même pas pour 2030. On amorce un mouvement dans l'autre sens. Oui, mais alors, il faudrait vraiment regarder la courbe. C'est-à-dire qu'en fait, vous intervenez... En fait, ça représente 20% du PIB, alors que c'était 1% du PIB il y a une dizaine d'années. Donc, en réalité, demain, il est probablement en 2030 ou 2035, et je crois qu'on aurait eu un choc climatique entre-temps. Allez, on avance. Et où va l'argent de nos impôts ? Comment est-il dépensé ? Le gouvernement a lancé une opération
opération transparence avec un site internet, vous allez le voir, En avoir pour mes impôts. Anne-Laure Delatte, ce site fait-il, selon vous, la lumière sur l'ensemble des impôts et cotisations sociales des Français? Alors, moi, je trouve que c'est louable, parce que les impôts, c'est à la fois un sujet très technique, mais c'est au cœur du contrat social. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un peu de transparence là-dessus. En revanche, ce qui m'a beaucoup déçue, moi, c'est qu'il y a une dépense dont on ne parle pas du tout dans ce site, c'est les fameuses dépenses fiscales dont on débattait tout à l'heure. Les niches fiscales voilà, c'est ce qu'on appelle les niches fiscales et sociales, c'est-à-dire toutes les réductions, crédits d'impôt, etc. Et donc, ça représente aujourd'hui 8,5% du PIB, 190 milliards d'euros pour les entreprises. On est à plus de 300 pour ménages et entreprises, subventions et exonérations. Et on ne demande pas forcément la même rentabilité à ces dépenses. Plus de transparence sur ces niches fiscales et sociales. Est-ce nécessaire? Oui, mais d'ailleurs, si vous allez sur le site de FIPECO, j'ai une fiche sur les dépenses fiscales. Moi, ça ne me pose aucun problème de faire de la transparence. On parle du site du gouvernement. Alors, le site du gouvernement, lui, contrairement, dit en avons-nous pour nos impôts. En fait, c'est pas nos impôts, c'est nos prélèvements obligatoires. C'est-à-dire les cotisations les sociales. Les impôts et les cotisations sociales. Ce qui fait que dans le premier camembert qu'on voit sur le site, on a les retraites qui comptent pour un quart des impôts. C'est pas des impôts, donc c'est impôts et cotisations sociales. Bon, une fois qu'on a dit ça, après, il est techniquement normal qu'en fait, que de la réponse, il n'y ait pas les dépenses fiscales. Parce qu'en avoir pour nos impôts, c'est en avoir pour les impôts tels qu'ils sont reçus par l'État ou les collectivités locales ou la sécurité sociale. Ce que vous payez à l'État en termes d'impôts, c'est un montant net de toutes les dépenses fiscales, de toutes les exonérations dont vous pouvez bénéficier. Donc techniquement, en avoir pour ces impôts, il n'y a pas à y mettre les dépenses fiscales. Ce qui n'interdit pas de parler des dépenses fiscales par ailleurs. Ils auraient pu en effet faire une autre page sur les dépenses fiscales. Mais ce n'est pas exactement le même sujet. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça va plutôt dans le bon sens de mettre un peu plus de transparence sur où vont les impôts. Ça pourra intéresser beaucoup de gens et comprendre un peu mieux les choses. Après, il n'en demeure pas moins que un des problèmes en France, c'est la perte d'efficacité des dépenses publiques. Tout le monde le constate. Les services publics dégradés. Les services publics, l'hôpital, la justice, l'école. Et alors, comment expliquer cette dégradation? Vous avez moins d'une minute. C'est un sujet très complexe. Une hypothèse que j'avance, parmi d'autres, c'est qu'il y a une baisse du niveau de compétence de la population qui fait suite à 20-30 ans d'une chute spectaculaire du niveau scolaire. Donc, c'est une piste à creuser. Alors Delatte, non, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, je vais vous dire, mon hypothèse, c'est qu'on a un désinvestissement dans les services publics. En fait, quand vous dépensez, quand vous faites des niches fiscales, que vous réduisez les impôts, là, pendant le Covid, on a versé à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire celles qui allaient faire faillite avec le Covid, celles qui n'auraient pas fait faillite même avec le Covid, et celles, vous voyez, toutes. Mais c'est quoi le rapport avec l'efficacité de la dépense publique ? Alors, justement, en fait, c'est pas du tout efficace de donner de l'argent à des entreprises qui n'auraient pas fait faillite. Là, je parle de services publics, je parle pas forcément des aides aux entreprises. Oui, mais moi, le niveau scolaire, vous pouvez pas le nier. Les enquêtes PISA, les enquêtes PIAC. D'accord. Moi, le lien, je le vois tout à fait. C'est de l'argent public. Allez-y, expliquez-le. L'argent public, c'est de l'action publique. Ouais. Soit vous le donnez aux entreprises, soit vous le donnez à l'hôpital. Quand vous le donnez aux entreprises, vous ne demandez pas qu'on sélectionne les entreprises qui en auraient eu besoin précisément. Ça coûte très cher. Pour 1 €, on fait 18 centimes d'activité. En revanche, la rentabilité à l'hôpital, on se pose la question. Je parle d'efficacité sentie par le citoyen qui constate que les services publics se dégradent. C'est tout dont efficacité, rentabilité, Mais c'est de l'action publique dans les deux sens. Malheureusement, c'est un débat que nous ne pourrons pas conclure aujourd'hui. Fort intéressant, à l'objet d'une autre émission. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette partie de l'émission et de nous avoir éclairé sur l'action publique. Et la hausse des taux directeurs des grandes banques centrales occidentales frappe plus durement encore les pays émergents. Victimes collatérales, ces pays se sont endettés pour faire face aux dépenses liées au Covid, ont désormais plus de mal à attirer des capitaux, intéressés par les rendements plus élevés aux États-Unis. Comment alléger le fardeau de la dette de ces pays? Comment éviter un effondrement de leurs économies? Pour en parler, je reçois Ferit Belhadj, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Bonjour à vous. Bonjour. La Banque mondiale, pour le rappeler, elle accorde des prêts aux pays en développement pour des projets d'investissement. Elle lève des fonds et reçoit des quotes-parts des 189 pays membres. Aujourd'hui, plus d'une soixantaine de pays pauvres et émergents est au bord ou frappés par une crise de la dette. Existe-t-il un ou des risques de crise financière au Maghreb ou au Moyen-Orient ?
Écoutez, d'abord, merci de la question. C'est vrai que c'est une question d'actualité. Aujourd'hui, nous voyons, à travers les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, des tensions sur le plan des finances publiques. Nous voyons l'inflation et nous voyons effectivement une dette qui doit être d'une manière ou d'une autre contenue. Parce que sinon, effectivement, nous pourrions aller vers une crise. Et comment faire justement? financière. Comment alléger le fardeau de cette dette? Alors, alléger le fardeau. D'abord, il faut que les économies se remettent à fonctionner de façon beaucoup plus dynamique. Pour que ces économies fonctionnent de manière plus dynamique, il faut, et nous en parlons toujours, que le poids du secteur public sur ces économies-là diminue. Il faut ouvrir plus de portes au secteur privé, plus de possibilités à l'investissement et avoir un confort de l'investisseur dans l'environnement qui sera proposé par ces pays-là. Et il faut aussi qu'il y ait une évaluation de ce qui se passe réellement dans le pays. Donc la question de la transparence de la dette est aussi fondamentale. On parle aujourd'hui de dette, mais est-ce que nous savons véritablement combien les chiffres sont pas précis. À combien est-ce que ces pays sont assujettis? Là, il y a effectivement une question. Et autre question, comment financer le développement sans les étouffer, sachant que les taux d'intérêt flambent? Oui, ben voilà, c'est ça. En fait, bon, nous. Est-ce qu'il y a des capacités de la Banque mondiale d'accorder des prêts à taux zéro ou proches de zéro? Bon, taux zéro, non. Pour les pays, en tout cas, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ce sont des pays qui reçoivent des aides concessionnelles de la Banque mondiale, des prêts concessionnels. Ça veut dire c'est-à-dire qu'on est très très loin du marché. Ce que, par exemple, un pays comme la Tunisie pourrait lever aujourd'hui sur les marchés n'a rien à voir avec le taux que pratique la banque, qui est d'environ, je dirais aujourd'hui, entre 3,5 et 4% sur 20 ans, avec 5 années de grâce. C'est beaucoup plus que ce n'était il y a 1 an et demi, où on était en fait à moins de 1%, mais quand même, ce sont des taux qui sont acceptable, si je puis dire. Selon le Fonds monétaire international, 1 000 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour aider les pays émergents et en développement à y faire face. Pour l'heure, les principaux contributeurs à la Banque mondiale se sont entendus pour augmenter ses capacités de financement de 50 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. On en est loin quand même. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est très simple. Il y a un élargissement du mandat de la Banque mondiale. Et on souhaiterait effectivement avoir plus de financement, de façon à rencontrer cette polycrise que nous voyons à travers le monde. Alors aujourd'hui, nous avons effectivement été vers un allègement du ratio entre les prêts et les avoirs de la banque. Donc on était à 20%, on est à 19%. Ça permettra d'identifier environ 50 milliards de dollars sur 10 ans. C'est important, ce n'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus pour appréhender toutes ces crises-là. La nomination d'un nouveau président, Ajay Banga, ancien directeur général de Mastercard, sa connaissance du secteur privé et des partenariats privés-publics a été mise en avant. Quel rôle, vous l'avez un petit peu dit, les entreprises auront-elles à jouer dans le financement du développement de ces pays et comment renforcer leur engagement aux côtés de la Banque mondiale? Il faudra que ce nouveau mandat de la Banque, ce mandat plus élargi, puisse ouvrir une porte au secteur privé, et notamment sur ces questions de climat et de résilience. Parce que là, effectivement, la Banque mondiale, avec ses financements actuels, ne pourra pas rencontrer tous ces défis. Et c'est là, effectivement, que nous espérons qu'Ajay Banga pourra ouvrir d'autres portes. Précisément, il dit vouloir faire de la bonne gouvernance et de la lutte contre le réchauffement climatique ses deux principales priorités. Vous diriez qu'il était temps? C'est important, mais nous n'abandonnons pas les deux principaux piliers de la Banque mondiale, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté et pousser la prospérité d'une manière plus générale, donc la croissance économique. Et tout ça est complémentaire. Ce que nous faisons sur le climat est complémentaire de ce qu'on fait sur le développement. Alors ça n'a pas toujours été le cas. La Banque mondiale a souvent été critiquée pour sa gouvernance et l'absence de prise en compte de l'environnement. Va-t-elle arrêter de financer des projets polluants, des énergies fossiles? Vous savez, je vais vous dire, il y a des informations qui ne passent pas. La Banque mondiale est le plus grand financier quand il s'agit de climat. Nous avons mis, juste l'année passée, près de 32 milliards de dollars sur la table, sur des projets verts, si on veut. Donc, c'est quand même une information... Il y a de l'argent, évidemment, d'un côté pour les projets verts, mais toujours pour les projets polluants. Non, pas autant que ça. Et effectivement, il y a une politique de la Banque de se désengager de ce que vous appelez les projets polluants. Nous n'en faisons pas, nous n'en faisons plus. Je vous donne un exemple, par exemple, en parlant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous sommes en train d'aller aujourd'hui au conseil d'administration de la Banque mondiale sur un projet transformateur, si on veut, entre la Tunisie et l'Italie, un projet d'énergie renouvelable généré par le secteur privé et qui feront un lien
entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Très important. Et ça montre en fait que nous avons cette ouverture et que nous mettons notre argent derrière nos politiques. Autre priorité, la gouvernance. Comment s'assurer que l'argent est utilisé à bon escient dans les appels d'offres, mais aussi dans la réalisation des projets? Comment s'assurer que les projets sont bien adaptés aux populations locales? Alors nous avons d'abord, en termes d'aspect fiduciaire, nous avons effectivement des audits qui se font en amont et en aval. Donc là, effectivement, et on le voit dans les rapports de la Banque mondiale, il n'y a pas de déperdition à ce niveau-là. La question comment dire, de l'adéquation aux nécessités du terrain, nous sommes sur le terrain. Et nous avons notre pouce sur le pouls. Donc nous voyons exactement ce que ces populations récipiendaires, ce dont elles ont besoin. Et je vous donne un exemple. Vous prenez la crise qui est aujourd'hui dans tous nos pays. Nous avons immédiatement engagé des financements importants sur les questions, par exemple, de protection sociale, qui sont fondamentales. Ce sont souvent des pays qui n'ont pas de protection sociale. Comment justement assurer un filet de sécurité? Même les pays qui ont une protection sociale ont besoin de plus, parce que leur espace fiscal a été restreint par la crise. Donc des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, comme la Jordanie, comme l'Égypte aujourd'hui, ont eu, comme le Liban, ont eu effectivement des possibilités d'avoir un financement de la Banque mondiale sur ces questions de protection sociale, des filets sociaux qui sont posés de manière à permettre aux populations les plus vulnérables de passer à travers cette crise. La croissance est prévue à 3% cette année dans la zone, contre près du double l'an passé. 8 pays ont enregistré une inflation à 2 chiffres. C'est une situation qui contribue à l'insécurité alimentaire, avec des risques dans certains pays sur la croissance infantile. Vous diriez que c'est un véritable retour en arrière dans la lutte contre l'extrême pauvreté? Ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui du fait de cette crise alimentaire est terrible. Nous sommes en train de regarder probablement une génération qui partira victime de cette crise alimentaire. Nous avons sorti dans notre dernier rapport des chiffres qui font peur. Près de 8 millions de bébés, de 8 millions de nouveau-nés, en fait, risquent d'avoir des retards de croissance. C'est-à-dire risquent de ne plus pouvoir être en compétition dans la société, dans les années qui viennent. Ça veut dire qu'ils sont malades, qu'ils ne pourront pas travailler. C'est-à-dire qu'ils commencent leur vie avec un énorme désavantage. C'est terrible et c'est véritablement, s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, qu'on souhaiterait souligner à travers ce rapport, c'est justement ça. C'est terrible de voir que dans des pays qui, par ailleurs, ne sont pas dans la misère, cette crise va faire qu'une génération risque de se retrouver extrêmement désavantagée. Alors cette crise, elle frappe particulièrement les pays qui sont dépendants pour leur approvisionnement en aliments et en énergie. Comment expliquer cette dépendance de ces pays? C'est quoi? C'est l'échec de politique de développement de la Banque mondiale, du FMI? Comment expliquer ça? Il y a aussi ce qu'on a appelé, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a aussi la crise ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a fait que les prix de ces matières premières... Mais comment aider ces pays à devenir autonomes, à ne pas autant voilà, justement. Alors ce qui s'est passé, c'est que sur les 10, 15, 20 dernières années, ces pays-là ont été dans la facilité. Il n'y a pas eu autant de volonté d'aller sur les questions d'agriculture résiliente. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, en Jordanie, au Liban, dans d'autres pays. Nous essayons de non seulement aider ces pays à importer le blé, l'orge, ce qui est important, mais dans le même temps, à mettre en place un financement sur les projets d'agriculture résiliente. Merci beaucoup, Ferit Belhadj. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.